Et on va voir les différentes technologies, comment ça a évolué jusqu'à aujourd'hui et comment nous, aujourd'hui, nous pouvons aussi influencer par la technologie. Et la deuxième partie, donc à 13h, on parlera de comment trouver sa voie parce que je vous parlerai là de nouvelles technologies, mais aussi des métiers qui vont disparaître et des nouveaux métiers qui vont apparaître par la technologie. Il y a des métiers qui seront obsolètes et c'est important de savoir cela et de bien orienter les enfants surtout. Et si aussi vous voulez vous réorienter dans la vie, ben, vous saurez comment vous réorienter. Je vous montrerai des clés, différentes clés. Ça va, vous êtes prêts? Yes, on va commencer. Donc, je vous montre le plan. Le son est bon, vous m'entendez très bien? Super. Je vous montre le plan. Donc, on parlera de l'introduction. Je vais définir c'est quoi les médias, les différentes technologies. On verra l'évolution de la technologie. Aujourd'hui, nous sommes à la 4e révolution industrielle. On verra les différentes évolutions. On verra l'intelligence artificielle. On parlera du métavers notamment. Et la face cachée de toutes ces technologies. Les plans qui y a derrière toutes ces technologies et comment nous aussi, nous allons prendre notre place dans la technologie et aussi influencer ces mondes. Amen. Alors, voyons ensemble dans cette introduction. Je ne sais pas si, quand je dis médias, ça vous fait penser à quoi? C'est interactif, hein? Médias. Voilà, radio, télévision, exactement. Et je ne sais pas, est-ce qu'il y a des gens qui suivent encore les infos à la télé aujourd'hui? Oui, vous pouvez lever la main comme ça, je vois. Waouh, 2 sur beaucoup. Donc vous voyez qu'il y a de moins en moins de gens qui regardent les infos à la télé. Ça a perdu la cote parce qu'il y a des nouveaux moyens, il y a un moyen d'apprendre. Moi, je ne regarde plus du tout, mais je suis au courant de tout ce qui se passe. Parce qu'il y a des applications, il y a des notifications, il y a plusieurs moyens de s'informer. Et je ne sais pas pour vous, mais qui pense que les nouvelles technologies, c'est diabolique? Ouais. Oui, n'ayez pas honte. Hein. Moi aussi, je pense que c'est diabolique. Mais je suis dedans. Et on verra que, voilà, même si on sait que c'est diabolique, mais il y a moyen de travailler et d'influencer. Et donc, vous verrez que les médias traditionnels, ça perd de plus en plus de l'ampleur. Il y a de moins en moins de gens qui lisent les journaux, même si c'est imprimé constamment. Et beaucoup ont basculé dans la forme digitale. Moi, par exemple, je suis abonné à un magazine, mais en forme digitale. Ce n'est pas en papier. Et c'est là que je trouve toutes ces informations sur les nouvelles technologies. Et vous verrez que voilà, les jeunes, eh ben, ils passent plus de temps avec les téléphones. Même des bébés, ils veulent les téléphones. Ils sont accros au téléphone parce que c'est les moyens de communication qu'on a aujourd'hui. Les jeunes, ils sont sur Snapchat, Instagram. Les plus âgés sont sur Facebook, tout le monde est sur YouTube et sur TikTok, les plus jeunes. Et donc tout ça, ce sont des moyens de communication qu'on a aujourd'hui. Et c'est important de comprendre cela. Donc il faut savoir que nous sommes tous influençables. Et ça, c'est important. Nous sommes tous influençables. Et tout ce qui attire notre attention, tout ce qui capte notre attention nous influence. Je ne sais pas si vous connaissez ces messieurs, Kaby Lamé, qui cartonnent sur TikTok. Et voilà, c'est ça, l'influence. Il était ouvrier, pauvre. Pendant le confinement, il s'ennuyait. Il s'est dit, tiens, si je faisais des blagues sur TikTok. Il a fait, ça a cartonné. Aujourd'hui, c'est une star. Il pèse des millions aujourd'hui sur TikTok. Donc, c'est vraiment ça aujourd'hui. Donc, c'est l'influence, les médias. Alors, comment nous aussi, on peut devenir des influenceurs? Pas comme dans le monde, mais comment on peut influencer, c'est-à-dire changer les gens, toucher les gens. Parce que Jésus, c'est ce qu'il a fait à son époque. À son époque, c'était la rigueur religieuse. Il y avait des pharisiens, des sadducéens, des scribes. Mais Jésus est venu avec un nouveau style. Il a commencé à prêcher un message qui était différent du message que tout le monde prêchait. Et c'est comme ça qu'il s'est démarqué. Et il a utilisé les moyens de l'époque. Donc c'est vraiment ça, on doit trouver comment nous aussi on peut, par la technologie, influencer. On voit que dans le monde, ça fonctionne. Il y a des gens qui du jour au lendemain, ils arrivent à trouver leur place. Et je suis quelques Américains aussi, je vois qu'il y en a qui trouvent leur place par la technologie. Il y a des églises qui ont trouvé leur place par la technologie. Donc comment nous aussi on peut influencer? Donc il faut savoir que dans les médias, c'est vraiment ces procédés qui permet au fait de distribuer des messages, qui permet vraiment de diffuser l'information, de distribuer l'information. Donc on peut utiliser plusieurs technologies. À l'époque, c'était le journal.
Dans nos villages, c'était les tam-tams. Dans la Bible, on voit qu'on sonnait la trompette. C'était un moyen de communiquer, de dire « Ah, attention, il y a guerre ». Quand il y avait 3 sons de trompette, on savait ce que ça voulait dire. Quand ça sonnait qu'une fois, on savait ce que ça voulait dire. Donc, c'était un moyen de communication, c'était un média. Aujourd'hui, il y a la télédistribution, il y a la production télévisuelle, il y a les médias, les blogs, il y a toutes ces technologies que nous voyons. Ce sont des médias. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je parle des médias en parlant de toutes ces nouvelles technologies. Parce qu'au fait, toutes les nouvelles technologies, aujourd'hui, sont considérées comme des médias. Google est considéré comme une entreprise des médias. Les Apple, c'est des entreprises des médias. Toutes ces sociétés technologiques sont considérées comme des sociétés des médias. Parce que c'est eux ils ont des données, ils ont des informations, ils diffusent des informations, ils mettent en place des moyens technologiques pour diffuser les informations. Aujourd'hui, ils sont tous considérés comme des sociétés des médias. Donc les médias, ce n'est plus que les journaux. Google, c'est un média. Facebook, c'est un média. Apple, c'est un média. Donc c'est vraiment ça aujourd'hui. Donc, il faut voir que la plupart des médias traditionnels, comme je disais tout à l'heure, ils ont perdu de leur influence. Et vous verrez que aujourd'hui, c'est plusieurs milliardaires qui possèdent les médias. En France, par exemple, les journaux comme Le Parisien, ça appartient à Bernard Arnault. Les Échos, ça appartient à Bernard Arnault. Et les Figaro, ça appartient à Xavier Niel, par exemple. Vous verrez que tous les milliardaires, chacun va prendre les médias parce qu'ils ont compris que aujourd'hui, le pouvoir est économique, et si je possède l'économie, je peux aussi influencer les restes du monde par les médias. Changer la mentalité des gens par les médias. C'est pour ça que, voilà, même aux élections, on le voit. Hein. Quand on est pour un candidat, on le fait passer parce qu'on possède les médias. On le fait passer, et puis il parle, il finit par convaincre les gens, même si les gens n'étaient pas convaincus. À la fin, à force d'écouter quelque chose, même si c'est un mensonge, ça finit par devenir une vérité. Et c'est ça le pouvoir des médias aujourd'hui. Dans les domaines de musique, par exemple, il ne reste plus que 3 producteurs de musique distributeurs. On a le groupe Warner, on a le groupe Sony et le groupe Universal Music. Donc quand vous entendez quelque chose à la radio ou à la télé, c'est ces 3-là, dans les domaines de musique. Donc ils ont avalé tous les différents groupes. Quand vous voyez une chanteuse gospel là, qui cartonne là, elle appartient à un de 3 là. Par exemple, Dana Moine, elle appartient à Universal Music qui appartient à Mountain Gospel. Même si son label c'est écrit Mountain Gospel, mais ça appartient à Universal Music. Et ainsi de suite, c'est comme ça en fait. C'est mieux par là parce qu'on n'a qu'un projecteur, donc il y a encore de la place par ici. Et donc, vous verrez que les plus grandes entreprises dans le domaine des médias, c'est ces sociétés-là. Et quand vous regardez, vous allez vous poser la question, AT&T, c'est l'un des plus grands aussi. À la base, c'était une société de télécommunications comme en Belgique, comme Post ou Tango au Luxembourg. Mais ils ont avalé plusieurs sociétés, des médias, des cinémas, des technologies. Aujourd'hui, c'est un grand groupe média, AT&T. Et c'est HBO appartient à ces groupes-là. Et vous verrez le groupe Alphabet, c'est les groupes auxquels appartient Google, YouTube, etc., etc. Comcast, c'est le groupe auquel appartient tout ce qui est Universal Music et différents groupes du cinéma. Walt Disney aujourd'hui, c'est un grand groupe. Vous avez Disneyland, vous avez Disney Movie, vous avez par exemple Fox, ça appartient à Disney. Vous avez Marvel, tous ces films des super-héros, ça appartient à Disney aujourd'hui. Lucasfilm, tous ces films de la guerre des étoiles, ça appartient à Disney aujourd'hui. Donc c'est un grand groupe média. Vous avez Meta, les grands groupes auxquels appartient Facebook, Instagram, WhatsApp. Donc aujourd'hui, ces groupes Meta, d'ailleurs, c'est le groupe que je trouve le plus influent au monde parce qu'il a ton numéro de téléphone par WhatsApp, il a ton profil Facebook, il a ton profil Instagram. Donc il sait à quoi tu penses. Quand tu as faim, il est au courant. Quand tu as envie de quelque chose, il est au courant de tout. Parce qu'au fait, par Facebook, quand tu installes l'application, il écoute tes conversations. Ah oui, oui, oui. Donc quand tu dis, tiens, je m'achèterais bien de nouvelles baskets, il entend et quand tu vas lancer l'application, il te propose la pub du basket. Voilà. Les publicités sont ciblées parce qu'il écoute tout. Et si tu enlèves, c'est Google qui t'écoute. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est pour ça qu'on n'est pas en ligne, Facebook, la CIA est actionnaire sur Facebook. Ils ont accès aux données.
Ah oui, 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 ils ont financé Facebook, la CIA. La CIA a financé Google. C'est pour ça que toutes vos données qui sont sur Google, Facebook, la CIA a accès. C'est pour ça que dans certains pays comme en Chine, Google ne perd pas. Ah oui, ce sont des espions. C'est pour ça qu'il faut savoir, à chaque fois qu'un produit est gratuit, c'est toi qui es le produit. C'est pour ça que c'est gratuit, donc tu viens mettre tes informations. Tiens, j'étais dans une fête, j'ai mis ça. Voilà, et ils récupèrent tout ça là, ils savent que non, ah voilà, il était dans une fête, donc tu aimes la fête. Les jours où il y a une publicité sur la fête, on te propose la pub ciblée sur la fête. C'est comme ça que ça fonctionne. Ah oui, oui, c'est dangereux ces gens-là. Ben, ça dépend, ça dépend. Tout dépend du but. Moi, ici, sur les réseaux sociaux, mais je ne suis pas là pour poster ma vie privée, par exemple. Je ne poste que des choses vraiment ciblées. Des vidéos, des messages, des enseignements, des citations, des choses pour éveiller la conscience. C'est comme ça que voilà, je fais. Voilà. Voilà. Exactement. Donc, tout dépend du but. Parce qu'il y en a aussi qui postent leur vie, mais le but est aussi de vendre des produits. Donc, c'est ça qu'ils font les influenceurs là, qui sont sur Instagram. Ils postent des photos des vacances. Et quand toi, tu vas, ça t'a envie de partir aussi en vacances. Pourquoi? Parce que la personne est sponsorisée par des sociétés de vacances, des hôtels, etc. Il va poster, tiens, je suis à tel hôtel à Dubaï. Et en réalité, c'est une pub. Mais on ne sait pas que c'est une pub. Parce que c'est un poste sponsorisé, etc. Voilà, c'est un peu ça. Et donc, par exemple, Facebook, il est le plus influent. Mais on voit que la technologie n'a pas commencé aujourd'hui. En fait, la technologie évolue de manière cyclique. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est ce qui a été. Et ce qui a été, c'est ce qui sera encore. C'est ce qu'avait dit Salomon dans la Bible. Et c'est exactement ça aujourd'hui. La roue a commencé il y a plus de 6000 ans. Et aujourd'hui, il y a encore des roues, mais c'est un peu différent. Aujourd'hui, on a des roues avec des chambrères, on a des jantes, etc., des enjolivères. C'est un peu différent aujourd'hui. Mais les roues ont déjà existé, elles évoluent en fait. C'est pour ça qu'on ne doit pas considérer une civilisation comme arriérée, parce que les gens font des choses en fonction de leur conscience et de leur évolution personnelle. Par exemple, il y a des pygmées qui habitent dans la forêt, en Afrique, au Congo, au Cameroun, etc. On veut que ces pygmées-là quittent la forêt pour vivre dans la ville. Mais en réalité, ces gens-là sont garants de l'écologie. Ils connaissent des choses dans la forêt, ils font en sorte que la forêt reste forêt. Et s'ils quittent la forêt, il n'y aura plus personne pour entretenir la forêt. Et il y aura des catastrophes écologiques. Donc c'est un peu ça. Donc, tout est, comme on dit que Dieu a fait toutes choses pour un but. Exactement, il y a des gens qui vivent à l'état sauvage, c'est comme ça, c'est par rapport à leur conscience. Aujourd'hui, même en France, il y a des gens qui quittent la ville, qui vont habiter dans des forêts, dans des tentes, parce qu'ils ne veulent plus la pollution, ils veulent préserver la nature, ils en ont marre de toutes ces pollutions, la technologie et la société de consommation, ils préfèrent se préserver. Et par rapport à leur conscience, ils quittent la ville, ils vont vivre en état sauvage. On ne peut pas les considérer comme des arriérés. C'est vraiment ça. Et c'est pour ça que vous verrez dans l'Égypte antique, ils avaient des technologies pour conserver les corps. Et quand ils conservaient les corps, jusqu'aujourd'hui, il y a des momies. Les corps sont conservés jusqu'aujourd'hui, on voit les visages, même si tout est tout sombre. Mais les corps sont conservés. Ils avaient l'astrologie, l'astronomie même. Aujourd'hui, on a des cartes du ciel. Il y a des applications pour voir des différentes constellations. Mais ils ont vu ça depuis des millénaires avant. Comment est-ce qu'ils ont pu détecter ça? C'est l'Orion. Dans la Bible, il y a des constellations. Quand vous lisez Job, on parle de est-ce que tu connais l'Orion, tu connais la Grande Ourse? Ce sont des constellations qu'on connaît aujourd'hui. Mais déjà de l'époque, ils connaissaient tout ça. Ils avaient des télescopes, ils avaient la technologie. Même si les autres ont perdu, on a fini par retrouver la technologie aujourd'hui, mais ils avaient la technologie, ils avaient les moyens de navigation. Ils savaient naviguer et aujourd'hui, il y a des gens qui ont découvert qu'en fait, ils parcouraient déjà l'Afrique. Les Égyptiens allaient même jusqu'en Amérique. Ils ont eu des communications avec les Incas et autres. Là. Il y a des hiéroglyphes qui les prouvent aujourd'hui. Ils avaient la technologie, ils savaient naviguer. Donc quand on dit que Christophe Colomb a découvert, c'est des bêtises tout ça. Là. Les Égyptiens étaient déjà au courant. Ils étaient déjà en train de faire des trafics avec les Incas et tout ça. Parce qu'on a vu des traces des hiéroglyphes aussi de l'autre côté. Donc ils avaient l'écriture, les hiéroglyphes, ils avaient des chars. Ça, c'était les Rolls de l'époque. Et ils construisaient des grands bâtiments comme des pyramides et autres. Et ils savaient faire des choses.
D'ailleurs, on montre qu'aujourd'hui, les Pythagore, les Archimèdes, ils ont étudié en Égypte. C'est là qu'ils ont appris et ils sont partis avec. Et la civilisation européenne est basée sur ce que les Grecs ont fait, les philosophes et la technologie. Mais en réalité, les Grecs ont appris ça des Égyptiens. Ils avaient des papiers, ça c'est des papiers de l'époque, des livres. Et les Sumériens aussi avaient une technologie très avancée. Ça c'est une tablette des Sumériens. C'était fait en argile. Et des pictogrammes, là, au fait, c'est beaucoup de choses qui sont racontées par des pictogrammes. Parce que ça coûtait cher, cette technologie. Hein. Donc, il fallait ne pas écrire comme nous, aujourd'hui, on écrit en lettres. On écrivait par pictogrammes. Et par ces pictogrammes, ça raconte des histoires, beaucoup de choses. Ils avaient aussi la roue. Et ils avaient un système métrique. Et c'est par ce système qu'ils pouvaient calculer les impôts, savoir qui a payé ses impôts, qui habite à quel endroit. Ils pouvaient faire des contrôles, des statistiques par leur système. C'était comme des ordinateurs de l'époque. Par ces systèmes métriques-là. Ça, c'est des Sumériens. Et Abraham, il venait des Sumériens. Quand on dit Ur en chaldée, au fait, ça, c'est des termes bibliques, mais en réalité, dans l'histoire, on parle des Sumères. Abraham, il venait de ces pays-là. C'est pour ça qu'ils pouvaient lire les étoiles. Ils connaissaient la technologie des astres, savoir lire les étoiles, etc. Ils connaissaient tout ça. Et parce qu'ils venaient de là, ils avaient des armes pour faire la guerre. Ils avaient l'astrologie que les gens utilisent jusqu'aujourd'hui, ça vient des Sumères. Ils avaient aussi des papyrus, etc. Et donc, voyons maintenant la 4e révolution industrielle. Il y a eu plusieurs révolutions dans l'ancien temps, mais dans le monde moderne aujourd'hui, on cite 4 révolutions industrielles. Donc la première révolution, c'était la machine à vapeur. En fait, la machine à vapeur a déjà existé à l'époque. Les Égyptiens avaient des machines à vapeur. Oui, oui, ils avaient ça, mais en fait, à leur époque, ils utilisaient la machine à vapeur pour ouvrir des portes des temples. Donc, à leur époque, la machine à vapeur, c'était pour ouvrir les portes des temples. Comme ça, tu ne touches pas la porte, tu passes, tu marches seulement par la machine. Lorsqu'on touche un endroit, les portes s'ouvrent. Ta technologie-là existait depuis. Mais en fait, comme le business de l'époque, c'était avoir des esclaves, donc c'était inutile de pouvoir faire travailler les machines. Ils préféraient plutôt faire travailler des esclaves, parce que c'était un business de l'époque. Et la machine à vapeur a fait en sorte qu'il y ait des trains, qu'il y ait des bateaux, et puis des machines pour les textiles, etc. C'est ce qui a créé vraiment la révolution. Et c'est à partir de là qu'on a commencé maintenant à mettre en place des écoles. On a créé un système industriel, on a mis en place des écoles, parce qu'avant, les études, c'était sacré. Il n'y avait que les fils de tel et de tel qui étudiaient. Les médecins, c'était du père au fils, etc. Tous les métiers, c'était presque du père au fils, les pères qui enseignaient ses propres enfants. Mais lorsque la machine à vapeur a mis en place, on a créé un système industriel qu'on a jusqu'aujourd'hui. Hein. On a créé des écoles. C'est pour ça que dans les écoles, il y a des cloches. Quand on sonne « gang, gang, gang », c'est pour conditionner les gens aux usines. Dans les usines aussi, on sonnait « gang, gang », les gens formaient les rangs, ils entraient en rang. C'est le système industriel, en fait. C'est là que le système a été mis en place. Et après, il y a la deuxième révolution industrielle par l'électricité. Et celui qui a vraiment contribué à cette époque-là, c'était Tesla, Nikola Tesla. Qu'on ne cite pas beaucoup, on cite beaucoup Edison. Edison, c'était un marketeur. Il faisait du marketing, ce n'était pas un inventeur. C'est comme aujourd'hui, on cite beaucoup, on les citera encore tout à l'heure, on cite beaucoup de Bill Gates, on cite Elon Musk, l'Africain là. Mais Elon Musk n'est pas un inventeur. Il est juste un marketeur, un homme d'affaires. Il engage des scientifiques qui travaillent, qui inventent des choses pour lui. Et Thomas Edison, c'était la même chose. Il voulait empocher Tesla, mais Tesla ne voulait pas travailler pour lui. C'est pour ça que Tesla est mort pauvre. Parce qu'il ne voulait pas travailler pour les autres. Il voulait que ses inventions soient reconnues pour lui. Il créait des brevets, mais sauf qu'en Amérique, même quand tu as un brevet, on peut détourner ton brevet, on invente des choses. Et par ces découvertes, ces brevets, c'est là qu'on a inventé tout ce qui est téléphone, le télégramme, la voiture. Beaucoup de choses au niveau de l'électricité ont été faites par les découvertes de Tesla. C'est pour ça que même Elon Musk a voulu honorer Tesla. Il a nommé sa société Tesla, ses voitures Tesla. Parce qu'il aimait beaucoup, parce qu'il s'est basé sur les découvertes de Tesla pour créer des voitures avec 2 moteurs, en fait, des moteurs électriques. C'était les découvertes de Nikola Tesla. Et après ça, donc, par ces deuxième révolution industrielle, il y a eu des voitures, des frigos, des télévisions, etc., la radio, des radars, des avions. Tout ça, c'est basé sur la deuxième révolution industrielle. Et la troisième révolution industrielle est venue avec tout ce qui est électronique, microprocesseurs, c'est là qu'il y a eu des ordinateurs. Et c'est là qu'on a des gens comme des Bill Gates qui ont profité de ça pour devenir des gens très riches, notamment aussi Steve Jobs avec Apple. C'est là qu'il y a eu la troisième révolution industrielle.
Et ensuite, il y a la 4e révolution industrielle qui a commencé, et c'est là qu'il y aura les systèmes cyber connectés. Tout sera connecté. Un médecin peut être aux États-Unis, il opère, et quelqu'un en Chine, et c'est en temps réel, il n'y a pas de latence, parce que voilà, on aura la 5G, un réseau ultra rapide. On en parlera tout à l'heure en détail. Il y aura l'intelligence artificielle, il y aura ce qu'on appelle les big data, des bases de données extraordinaires, où on contrôle tout le monde, en fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Google sait qu'on est ici. Parce qu'on a tous Google dans nos téléphones. Et il sait qu'on est ici. Et il nous attend aussi. Et oui. Et donc, par la 4e révolution, on a ce système qui est ultra connecté. En fait, on a des objets connectés. Les frigos à la maison, il est connecté. Quand il n'y a plus de boisson, il te signale qu'il n'y a plus de boisson. J'ai déjà passé la commande. Voilà. Ton frère, les fours, il est déjà connecté. Donc, dès que la réunion finit ici, tu appuies sur un bouton, il chauffe déjà la viande. Quand tu arrives, la viande est déjà bien chauffée. Ton cuiseur de riz est déjà connecté. Donc, tu appuies sur un bouton sur ton téléphone et puis il chauffe déjà les riz. Quand tu arrives, la viande, les riz, tout est chauffé, les boissons sont bien chauffées. Et tu arrives, tu manges seulement. Ça, c'est la 4e révolution industrielle. Donc, c'est là que nous allons. Et par l'Internet aussi, ce qu'on appelle les web, il a aussi évolué. Donc, le web 1.0, c'est en 96. C'est là où l'Internet vraiment a commencé avec des pages web, mais c'était des pages statiques. Si vous regardez les premières pages d'Amazon, c'était vraiment, ça ne ressemblait à pas grand-chose. Il fallait faire un contrôle F sur la page web pour faire une recherche. Il n'y avait pas de moteur de recherche, il n'y avait rien. Mais ils vendaient déjà des livres avec ça. Ensuite, il y a eu des web 2.0, c'est là qu'il y a des interactions. C'est là où on peut partager ce qu'on regarde, on peut commenter ce qu'on regarde, on peut liker ce qu'on regarde, il y a l'interaction, il y a les réseaux sociaux. Ça, c'est le web 2.0. Et aujourd'hui, on arrive à la fin du web 2.0 parce qu'on va attaquer les web 3.0. À partir de maintenant, donc, il y a le web 3.0 avec le métavers. Donc là, on n'est plus en train d'interagir, on n'est plus en train de commenter, mais on est dans le web, on entre dedans. Donc là, on entre dans le web, on est immergé dedans, on est plongé sur Internet. On a des avatars sur Internet qui nous représentent. Donc là, on est vraiment à l'intérieur. C'est là qu'on parle du métavers, on en parlera en détail. Alors, qui sont les protagonistes de ces nouvelles technologies? Elon Musk, qu'on avait cité tout à l'heure, lui, il a plusieurs sociétés, notamment on a Tesla, la voiture, que j'ai citée tout à l'heure. Merci beaucoup, maman. Donc, on a la voiture Tesla. La voiture, ici, elle peut rouler toute seule, la Tesla. C'est parce que des voitures autonomes ne sont pas encore réglementées qu'on ne peut pas, mais elle peut déjà rouler toute seule. Avec l'autopilote, donc tu laisses les volants, ça roule toute seule. Il y a des capteurs partout dans cette voiture. Tu peux la démarrer à distance par les téléphones. Tu n'as pas besoin de clés, au fait, ça démarre par les téléphones. Et il a aussi SpaceX. Et SpaceX, c'est la société qui a pour mission de lancer la fusée pour aller jusqu'à Mars. Et ils sont en train de travailler dedans pour... il y a des fusées très, très sophistiquées pour aller... L'objectif, c'est atteindre Mars. Il a aussi son propre téléphone qui va sortir, modèle Pi, parce qu'il a vu qu'il utilisait les téléphones d'Apple, de Google ou de Samsung pour manipuler sa voiture. Samsung peut récupérer des données. Alors, pour être sûr qu'il contrôle tout, il a aussi son propre téléphone qui va sortir. Mais aussi, il a un autre projet qu'on appelle Starlink. Et Starlink, il est en train d'envoyer 12 000 satellites. Et ces satellites seront à basse orbite. C'est-à-dire que la nuit, quand le ciel est bleu, on verra des choses qui défilent dans le ciel. Ce n'est pas des étoiles, c'est des satellites, des Starlink. Et ces satellites à basse orbite, ils vont renvoyer la 5G sur la Terre. Et c'est là que par son téléphone, tu peux être connecté directement. Tu ne passes plus par Tango, par poste. Tu passes directement par des nouveaux opérateurs, notamment Starlink, qui appartient à Tesla. Et c'est là qu'on est tout de suite connecté. Internet deviendra encore moins cher, mais on sera de plus en plus contrôlé. Parce qu'avec ça, même quand tu es dans les fins fonds de la mer, on te localise. On sait que tu es quelque part là-bas, dans les fins fonds de la mer, parce qu'il y a des satellites partout maintenant. Et on est connecté par la 5G maintenant. Parce qu'avec l'Internet câblé, on a vu des limites. On s'est dit, mais quand quelqu'un est dans les fins fonds de la mer, comment les contrôler par ces satellites?
Et donc tout le monde lance des satellites maintenant. Donc il n'est pas le seul. Lui, il lance 12 000, son projet, les plus grands projets. Mais il n'est pas le seul. Il y a Jeff Bezos aussi, le propriétaire d'Amazon. Lui, il a, notamment Amazon, il a Blue Origin. Lui aussi, il lance des fusées pour faire des tourismes dans le ciel. L'objectif est d'aller vers la Lune. Mais aussi, il a ses propres satellites qu'il est en train de lancer. Lui, il a l'objectif d'atteindre 3000 satellites à basse orbite pour fournir Internet 5G sur la Terre. Il y a aussi Mark Zuckerberg. Et lui, avec son Facebook, il veut absolument contrôler Internet parce qu'aujourd'hui, il se rend compte qu'il n'a que Facebook. Facebook, c'est une application. Et comme c'est une application, il dépend de quelqu'un qui a les téléphones. Les téléphones appartiennent à Apple ou à Samsung ou à Google. Mais le téléphone aussi utilise un navigateur. Or, le navigateur appartient soit à Google, Chrome, à Microsoft si c'est Edge ou à Apple si c'est Safari. Donc, il ne contrôle pas l'activité qu'il y a autour de son application. Il aimerait tout contrôler. C'est pour ça que j'en parlerai plus tard lorsqu'on parlera du métavers. Donc, il a un projet machiavélique pour contrôler le monde entier. Et Microsoft, lui aussi, il veut créer son propre métavers. Microsoft, il y a tous ces logiciels qu'on utilise au bureau, appartient à Microsoft la plupart. Il a Microsoft Azure qui est les clouds. En fait. Aujourd'hui, la plupart des applications sont dans les clouds. Quand on parle des clouds, en fait, c'est des serveurs qui sont quelque part sur Internet. C'est ce qu'on appelle cloud. Le nuage, quoi, en fait. C'est là qu'il y a tous les serveurs, en fait. Et lui aussi va créer son propre métavers pour des réunions de travail, pour aller au travail. Tu es au travail représenté par ton avatar. Apple aussi n'est pas... le reste, il ne va pas laisser les autres gagner la bataille. Donc, lui aussi, avec il contrôle la vidéo, il contrôle l'Apple TV, les musiques, etc. Lui aussi, il a son propre métavers qui arrive. Il a aussi des projets de voitures électriques, beaucoup de choses. Donc. Et donc, voyons maintenant l'intelligence artificielle. Comment est-ce que ça va être? En fait, au niveau de cette 4e révolution industrielle, on va utiliser l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, alors, c'est quoi? C'est vraiment l'ensemble des technologies, des algorithmes. Je ne sais pas si vous connaissez les mots algorithme, ou je dois expliquer. Voilà. Algorithme, en fait, c'est un raisonnement. Ce n'est pas encore les codes, en fait. L'algorithme, c'est juste les raisonnements. Parce que quand on fait la programmation, avant de coder les raisonnements qu'on veut faire, la procédure ou encore la fonctionnalité qu'on veut mettre en place via une application, on va d'abord réfléchir. On va voir les étapes. Par exemple, je prends un exemple, comment arriver à l'église, soit par voiture ou par bus. Si je viens par la voiture, je prends la voiture, je démarre et j'arrive jusqu'ici. Je suis un chemin. Et si le chemin est bloqué, il y a des déviations. Je suis les déviations jusqu'à ce que j'atteigne ma destination. Et quand j'atteins la destination, il faut que j'entre dans la salle. Tout ça, c'est un raisonnement qu'on a dans notre tête. C'est un peu automatique, hein? On ne va pas réfléchir, tiens, qu'est-ce que j'ai fait? J'entre ou j'attends que quelqu'un vienne me chercher. Non, tout ça, c'est un raisonnement en fait, qu'on a dans notre tête. Et c'est exactement ce qui se passe. Aujourd'hui, on veut vraiment simuler l'intelligence humaine par les applications, par des robots. Donc, quand tu te lèves, tu te dis, tiens, tu ne réfléchis peut-être pas, tu te lèves, tu brosses tes dents, tu pries, tu prends ton petit déjeuner, ensuite tu pars. Et on aimerait qu'un robot puisse reproduire cette intelligence humaine de manière naturelle. Et on sait qu'on peut faire beaucoup d'algorithmes. On peut avoir un robot, par exemple, qui peut garder, surveiller les enfants. Alors on va lui dire, tiens, quand un enfant demande de l'eau, tu lui donnes de l'eau. Quand un enfant, par exemple, il veut aller aux toilettes, tu lui permets d'aller aux toilettes. Mais s'il veut sortir de la maison, ne lui permet pas de sortir. Ça, c'est un raisonnement qu'on va intégrer dans un robot. Et le robot peut surveiller les enfants, il ne va pas lui permettre de sortir, il ne va pas lui permettre de sauter par la fenêtre. Et le robot peut surveiller les enfants parce qu'on lui a mis ces raisonnements-là. C'est ça l'algorithme. Mais maintenant, s'il y a quelque chose qui n'est pas prévu, qu'on n'a pas mis dans l'algorithme, le robot ne pourra pas le faire. C'est pour ça que dans l'intelligence artificielle, la bataille aujourd'hui, c'est de pouvoir mettre la conscience dans des machines. Comme ça, la machine devient comme un être humain. Il peut réfléchir par lui-même. Et l'être humain devient comme un Dieu, un créateur. Et c'est ça le but aujourd'hui où on veut aller. Avoir des machines qui ont des consciences. Et comment est-ce qu'ils vont faire ça? On en parlera tout à l'heure. Je vous montrerai comment ils vont faire. Alors, pour tout ce qui est métaverse, donc c'est vraiment l'ensemble des mondes virtuels.
Parce que je ne sais pas s'il y a des gens qui jouent aux jeux vidéo ici, ne soyez pas gênés. Il y a des jeux qui sont indicatifs. Voilà, il y a des jeux vidéo qui sont déjà dans le métavers. Maintenant, pour les jeux vidéo, pour le moment, c'est limité parce que c'est limité par rapport au scénario du jeu. Maintenant, ce que Mark Zuckerberg aimerait mettre en place, c'est un monde qui est illimité comme le monde normal. Un monde virtuel illimité, avec toutes les possibilités. Donc, on peut vivre dedans, on peut rencontrer des gens, on peut se marier dedans, on peut faire tout ce qu'on veut travailler, donc on peut tout faire dedans. C'est vraiment un monde. Et c'est ce film, la Ready Player One. C'est un film de Steven Spielberg qui montre cela. Et Mark Zuckerberg s'est inspiré de ce film pour faire son métavers qu'il est en train de faire. Donc il va recruter beaucoup d'ingénieurs pour mettre ça en place. En fait, ce mot métavers, ce n'est pas Mark Zuckerberg qui l'a inventé. C'est un roman, j'ai oublié l'éditeur de ce roman, qui a écrit cela lorsqu'il parlait du monde virtuel, etc. Et ce monde virtuel, au fait, quand on dit métavers, c'est le monde d'après, le monde d'au-delà. C'est ce que ça veut dire en grec, au fait, métavers. C'est le monde d'au-delà. Mais la licence hébraïque, il y a un sens caché que je vais développer tout à l'heure aussi pour vous expliquer les faces cachées. Donc, pour aller vraiment dans le métavers, pour plonger dedans, on va utiliser plusieurs technologies. On va utiliser d'abord la réalité virtuelle. Lorsqu'on parle de la réalité virtuelle, c'est vraiment par rapport au... On met un casque, je vais vous montrer les casques à réalité virtuelle. Et donc là, vous êtes totalement immergé. Aujourd'hui, par exemple, YouTube, si vous avez un casque, vous pouvez être immergé. Parce que YouTube permet de regarder YouTube via la réalité virtuelle. Donc, il y a un casque, on est totalement immergé dans le monde virtuel. On ne voit que le monde virtuel. Donc, il y a des choses positives. Si on peut mettre un système éducatif où les enfants sont immergés, on les enseigne, ils ne sont pas distraits, ce serait génial. Ça serait un système où les enfants ne pourront plus échouer. Parce qu'ils seront concentrés à 100%. Donc, on peut aussi utiliser ce qu'on appelle la réalité mixte via des lunettes. Google a déjà développé les lunettes il y a plus de 10 ans. Il était trop en avance. Il n'y avait pas encore la technologie. Et aujourd'hui, les policiers, par exemple, ils peuvent mettre ce genre de lunettes et on lui envoie des informations via des lunettes. On lui dit, tiens, telle personne que tu vois là, c'est un suspect, attrape-le. Parce que, voilà, via des lunettes, on peut lui mettre les informations. Donc, il voit le monde réel et il voit aussi le monde virtuel. Un peu comme, ils se sont inspirés de la Bible, parce que dans la Bible, il y a des visions ouvertes où on voit le monde normal et on voit aussi le monde spirituel. Et la réalité virtuelle, c'est comme si on voyait uniquement le monde virtuel. C'est comme si tu étais dans une vision où, comme Ézéchiel, tu es pris ravi en esprit, tu ne vois que le monde spirituel. Donc, ils se sont inspirés un peu de ça. Et il y a aussi ce qu'on appelle la réalité augmentée. Et il y a un jeu vidéo qui a cartonné depuis vers le 2016 qu'on appelle Pokémon Go. Je ne sais pas si quelqu'un a joué à ça. En fait, dans Pokémon Go, vous voyez des gens dans un coin en train de chercher des monstres pour capturer des monstres. Parce qu'en fait, dans le monde réel, on ajoute des choses du monde virtuel. C'est ça la réalité augmentée. On augmente la réalité. Et c'est via cette technologie. Donc, on aura ces 3 technologies pour tout ce qui est métavers. Alors, quelques chiffres qui montrent que le monde est prêt pour le métavers. Pendant le confinement en 2020, le monde était à 7,8 milliards habitants, donc plus de 5 milliards de personnes ont un téléphone. Plus de 4 milliards, ils sont connectés sur Internet. Et plus de 4 milliards de gens surfent régulièrement. Et on a vu plus de 3,2 milliards nombre d'heures cumulées pendant le mois d'avril 2020, des gens qui étaient en train de jouer aux jeux vidéo. Et le monde du jeu vidéo prépare le monde pour rentrer dans le métavers. Et on a vu le nombre d'heures, presque en moyenne, chaque personne passait plus de 6 heures et demie connectées sur Internet. Et donc, vu qu'on voit les gens, presque plus de 6 heures, c'est presque une journée de travail. Les gens sont connectés sur Internet. Le monde est prêt maintenant à être totalement immergé dans un monde virtuel, dans la réalité virtuelle. Ces chiffres le prouvent. Et c'est pour ça que, voilà, Mark Zuckerberg a trouvé que c'était le moment, il fallait lancer cela. Alors, comment cela va fonctionner? Donc, dans le monde virtuel, qu'est-ce qu'on va faire dedans? Le monde du jeu vidéo nous montre déjà Fortnite. Dans Fortnite, par exemple, le jeu là, je ne sais pas si vous connaissez. Voilà. Dans Fortnite, on peut déjà être totalement immergé. Si tu as les casques virtuels dans Fortnite, tu peux déjà être immergé dans le monde virtuel et rencontrer des gens, jouer. Mais on est limité par les scénarios du jeu. On peut acheter des choses virtuellement
Et on peut vivre virtuellement, faire tout un tas de choses, mais c'est limité au scénario du jeu. Maintenant, par rapport au métavers de Mark Zuckerberg, le but c'est vraiment de faire tout comme dans la vie normale, le faire dans un monde virtuel. Donc aujourd'hui, ils aimeraient bien faire des réunions, donc on peut être représenté par son avatar dans le monde virtuel. Donc comment ça va fonctionner? Donc on met les casques et on a un avatar qui nous représente dans le monde virtuel. Et cet avatar, on peut les relooker comme on veut, en fonction du style, de la créativité qu'on veut. Et il nous représente, il peut se balader, rencontrer des gens, parler, manger, faire la fête, assister au concert. C'est pour ça que ça ouvre la porte à beaucoup de possibilités, à beaucoup de choses qu'on peut faire. Donc on peut assister à des réunions, participer à des événements, on peut rencontrer des gens, on peut faire du shopping. Maintenant, tout ce qui est produit digital, produit virtuel, c'est ce qu'on appelle les NFT. Et ça, c'est un business qui cartonne aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des NFT. Non? Voilà, les NFT, c'est ce qu'on appelle un non-fungible token. En fait, c'est au niveau de la blockchain. Au niveau de la blockchain, on a la technologie pour faire la monnaie virtuelle. Ce qu'on appelle les crypto-monnaies. Ça passe par la technologie des blockchains. Mais aussi, on s'est rendu compte que dans le monde normal, les œuvres d'art sont authentifiées via des certificats pour dire que cette œuvre d'art appartient à telle personne, tel collectionneur. Et sur Internet, il n'y avait pas ça. C'est pour ça que les gens pouvaient piquer la photo de quelqu'un, Photoshop, on efface les logos que la personne avait mis et ça devient ma propre photo, je poste ça. Donc il n'y avait pas vraiment de protection d'œuvres d'art virtuelles. Et via la technologie des blockchains, on a créé ce qu'on appelle des NFT. Et là, on peut avoir une photo authentifiée que ça appartient à telle personne. Et grâce à ça, aujourd'hui, on vend des œuvres d'art virtuelles très très chères. Et ça cartonne sur Internet. Les gens peuvent s'acheter une photo, une peinture ou encore une œuvre d'art. Ça peut être une bête vidéo, extrait, par exemple. Quelqu'un va racheter ça, authentifier que ça lui appartient. Si quelqu'un veut cette chose-là, il faut aller vers cette personne-là. Et beaucoup de collectionneurs achètent des œuvres d'art virtuelles, ils les collectionnent, ils les revendent. Et c'est un vrai business aujourd'hui, des NFT. Donc si tu es designer, graphiste, voilà, c'est un business à lancer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime le design ici, qui fait les graphismes? Ça, c'est aussi un métier du futur. On en parlera dans la deuxième session, mais c'est un métier du futur. Et donc, on peut se promener dans les espaces virtuels. Donc, il y a beaucoup de choses à faire au niveau du métavers. Et donc, il y a des métiers, par exemple, comme les architectes ou encore les agents immobiliers. Au lieu de faire déplacer les gens, aujourd'hui, on peut créer, par exemple, quand il y a un bien, on peut les filmer en 360 degrés. On peut l'introduire dans une technologie, la réalité virtuelle, faire visiter les gens en réalité virtuelle pour éviter de faire déplacer les gens. On gagnera tous du temps. Et donc, les créateurs de mode aujourd'hui, il y a des sites internet qui vendent justement des NFT, des œuvres d'art virtuelles, des chaussures virtuelles, et ça cartonne, les gens achètent. Nike a acheté une société qui fabrique des chaussures virtuelles. Parce que c'est ça le futur, les gens achèteront des chaussures virtuelles très très chères. Ce n'est pas des chaussures à porter, mais c'est virtuel. Et les gens achètent. Un bateau virtuel, les gens achètent. C'est la folie. On ne peut pas imaginer comment des gens achètent des choses qui ne sont pas concrètes. C'est ça la folie de l'être humain. C'est incroyable. Donc les gens achètent des produits virtuels comme ça. Et c'est un business qui cartonne vraiment. Si vous êtes designer, il faut se lancer. On peut faire des formations en ligne, on peut faire beaucoup de choses en ligne. Donc c'est des cultes en ligne, on en parlera aussi. Et donc comment on peut y accéder via ça c'est casque à réalité virtuelle. Et on peut aussi avoir des lunettes pour voir la réalité mixte, c'est-à-dire voir le monde normal et dans le monde virtuel. Donc ça, c'est des produits qui se vendent déjà. C'est pour ça que Mark Zuckerberg, il a une société qui fabrique des casques. Ça s'appelle Oculus. Et donc, son but, c'est de contrôler vraiment l'appareil que les gens utilisent. Comme ça, il contrôle les gens. Il va mettre en place un système d'exploitation, comme ça, tous ceux qui vont utiliser ce système d'exploitation, il aura leurs données, il pourra contrôler ce qui se passe et il aura ses applications à lui-même. Donc il va tout contrôler, il va avoir les monopoles, les pleins pouvoirs. Et c'est là qu'il va manifester son caractère. Donc il y a déjà des plateformes en métavers qui existent, comme des sites décentralisés. Vous pouvez créer des objets virtuels dedans. Vous pouvez plonger dedans, créer vos propres objets, créer votre propre monde virtuel. Ça existe déjà, vous pouvez y aller pour les curieux qui aiment. Il y a des sandbox qui aussi permettent de créer des objets virtuels. Et celui-là permet de jouer aussi dans le monde virtuel et d'acheter des objets virtuels. C'est des sites qui existent déjà aujourd'hui, des plateformes. Alors, la face cachée de ces métavers,
Donc, il faut savoir que Mark Zuckerberg, c'est un juif. Alors, étant juif, le mot méta, là, veut dire mort. Oui, la mort, oui. Ça veut dire la mort. Et donc, lui, il change Facebook aujourd'hui, devient méta, la mort. Et maintenant, quand on dit métaverse, donc c'est l'univers de la mort aussi. Ça peut vouloir dire ça aussi. L'univers de la mort. C'est comme s'il a créé un monde virtuel pour conduire les gens vers la mort, vers la déchéance, vers la séparation avec Dieu. Parce que dans ce monde, c'est le monde des excès. Hein. Tous les excès sont permis. Donc quelqu'un peut être marié, fidèle dans le monde physique, mais quand il entre dans son métavers, c'est un chaud lapin. Il fait ce qu'il veut. Voilà, double vie. Tu mènes une autre vie dans un monde virtuel. Quelqu'un peut être sérieux, père de famille, mais dans le monde virtuel, il fait des boîtes en nuit, Il s'amuse. Il fait la tchatch. Quelqu'un peut être un frère en Christ qui adore Dieu, mais dans le monde virtuel, il fait ce qu'il veut. C'est un voyou. C'est ça la face cachée. Donc c'est là où on voit que non, c'est un monde des excès, c'est un monde diabolique. C'est vraiment une technologie qui prépare l'avènement de l'Antichrist. Parce que c'est là qu'il y aura, parce qu'on va acheter des choses. Et on achète via la crypto-monnaie. Et la crypto-monnaie, les gens croient que c'est un truc de voyous. En réalité, c'est une monnaie qui contrôle tout parce que c'est authentifié et ça passe par la blockchain. Donc les échanges ne sont pas trafiqués. On sait qui a acheté, qui fait quoi, qui a vendu. Tout se sait dans la crypto-monnaie. Les jours où les gouvernements vont comprendre ça, c'est là où toutes nos monnaies passeront en monnaie virtuelle, en crypto-monnaie. Et oui, il y en a. Voilà, parce qu'en fait, on contrôle tout dans la crypto-monnaie. Même si je sais qu'il y a, voilà, aujourd'hui, dans les dark web, parce qu'il y a les web normales, il y a aussi les dark web, les web cachés, qui n'est pas vu aux yeux de tout le monde. Il faut utiliser un navigateur spécial pour y aller. Et c'est là que les voyous achètent tout en crypto-monnaie. Ils peuvent acheter des armes, la drogue, etc., tous les trafics d'organes, tout se fait là. Les trafics d'êtres humains, ça se fait dans les dark web. Mais par la blockchain, on sait qui fait quoi, qui achète quoi, qui vend quoi. Et lorsque les États vont comprendre ça, tout passera en monnaie virtuelle. Et c'est là qu'on pourra mieux contrôler les gens. Et via la métaverse, évidemment, c'est là qu'on sait qui fait quoi. Donc, on a toute une activité dans un monde qui est virtuel. On peut acheter, vendre. Dans ce monde virtuel, sans excès. Hein. On fait ce qu'on veut. Hein. Il n'y a pas de loi. Pour le moment, il n'y a pas de législation parce que les États arrivent toujours en retard. Qu'est-ce qui va se passer donc? Et comment est-ce qu'ils vont mettre ça en place? Comment est-ce que ça va fonctionner? Parce que tout ça, ça prépare, comme je disais, l'avènement de l'Antichrist. Tous les excès, tous les péchés, sans limite. Maintenant, pour que ça fonctionne très bien, il faut fusionner avec son avatar. Parce que je vous disais que dans le monde virtuel, on est représenté par un avatar. Maintenant, pour que ça fonctionne très bien, il faut fusionner avec l'avatar. Il faut ressentir ce que l'avatar ressent. Quand l'avatar pleure, toi aussi tu pleures. L'avatar mange, toi aussi tu manges. Là, une fusion complète. Mais pour fusionner comme ça, il faut implanter des puces aux gens dans les cerveaux. Oui, oui. Voilà, il faut implanter des puces dans les cerveaux. Et il y a la société de Elon Musk qui fabrique des puces, qui prépare ça. Il est en train de préparer à implanter des puces aux gens. Enfin, il a déjà fait une démonstration qui n'a pas marché. Il avait implanté des puces aux cochons. Le cochon est devenu fou. Oui, oui. En fait, pour faire ça, ils sont malins ces gens-là. Ils ne vont pas vous dire qu'on va vous mettre ça pour vous contrôler ou quoi que ce soit. Ils vont dire, tiens, il y a des gens qui sont malades. Il y a des gens qui ont des handicaps, qui ont des problèmes. Si on leur met cette puce-là, ça va activer telle chose. Ça va leur permettre de marcher, par exemple. Voilà. Voilà. Oui, oui. Voilà. Voilà. Je ne sais pas si vous connaissez le docteur Laurent Alexandre, celui qui avait créé les fameux sites à l'époque, Doctissimo, et il habite à Bruxelles ici. Il a écrit un livre qu'on appelle La guerre des intelligences, où justement il parlait de ces fameux puces, où le but aussi c'est d'augmenter l'intelligence des gens. Donc celui qui a une puce, on peut augmenter son intelligence.
Et quand on augmente l'intelligence là, quelqu'un qui n'a pas de puce, il ne va pas concurrencer parce que le but, c'est de faire la guerre avec les intelligences artificielles. Parce que comme je le disais tout à l'heure, ils veulent mettre la conscience à l'intelligence artificielle. Et quand ces intelligences artificielles auront la conscience, ils vont tout faire pour dépasser l'être humain en intelligence. Donc ils vont contrôler le monde en réalité. C'est là qu'on aura, comme dans Terminator, hein, les jugements derniers, quoi. Les machines vont contrôler le monde. Voilà, comme la Matrix et tout ça, tous ces films-là. Donc le but, c'est vraiment fusionner. Pour fusionner, il faut mettre des puces aux gens. Il faut implanter des puces. Or, quand on fait toutes ces choses-là, derrière, il y a une philosophie. C'est quoi la philosophie? C'est les transhumanismes. C'est les transhumanismes. Dans les transhumanismes, on veut au fait que l'homme fusionne avec la machine pour créer des hommes qui sont augmentés, des hommes qui fusionnent avec la machine, les êtres humains qui ne mourront plus. C'est pour ça qu'il y a un autre livre du docteur Laurent Alexandre, qui dit quoi? La mort de la mort. Il disait que l'être humain qui va vivre 1000 ans est peut-être déjà né. Parce que par la technologie qu'on a aujourd'hui, même si la technologie n'est pas prête, on peut faire la cryogénisation. Congeler quelqu'un qui est mort aujourd'hui. On achète, on loue un espace, la personne est congelée. Et quand on aura la technologie pour réanimer la personne, on réanime la personne, on lui implante ce qu'il faut implanter qui était abîmé et la personne revit. Il y a un film qui en parle, Demolition Man, avec Stallone. Voilà. Donc cette technologie-là existe, donc on est en train de... Aujourd'hui, là, on congèle les gens. Voilà, quelqu'un est décédé, on ne l'annonce pas et puis on le congèle seulement, on attend un jour. On va les réanimer via la technologie qu'on aura dans le futur. Et on aura l'une des technologies de la 4e révolution industrielle, c'est les impressions 3D. Et par les impressions 3D, on peut tout fabriquer. C'est-à-dire on peut fabriquer même des organes via des cellules souches. On les met en incubation et puis on imprime un cœur. Quelqu'un qui a des problèmes de cœur, via des cellules souches, on prélève des cellules souches, on les met en incubation, on imprime en 3D, on fabrique les cœurs. Et la personne continue à vivre. Au problème des foies, les alcoolos, là, ils vont continuer à boire. Problème des foies, c'est pas grave. On prélève les cellules souches, on imprime le foie et on implante. Transplantation, et c'est bon, la personne continue à vivre. C'est là que voilà, l'être humain pourra vivre 1000 ans par la science. Voilà. Oui. Uh-huh. Pour les jeunes, il n'y a pas de souci. Hein. Je suis à leur disposition. Oui, oui. Oui, oui. Il n'y a pas de souci, je suis disponible. Voilà. Non, pour les jeunes, en fait. Si je peux reprendre ça pour les jeunes. Oui, oui. 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 Donc, vous voyez que donc, par rapport à ça, lorsqu'on ajoute toutes ces choses-là, on implante des puces, on veut créer des êtres humains augmentés. En fait, l'être humain augmenté, quand on vous donne des définitions, enfin, pour dorloter les gens, ça va être intéressant. C'est comme quelqu'un qui ne voit plus, on lui porte des lunettes, la personne commence à voir, c'est intéressant. Quelqu'un qui était amputé, on lui met une prothèse qui correspond vraiment à la jambe, c'est très bien. Pour ce côté-là, il n'y a pas de souci. Mais on veut, en fait, créer des êtres humains augmentés dans le sens où l'être humain fusionne avec la machine. Fusionne vraiment avec la machine. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont des métals parce qu'ils avaient des fractures. Ça, c'est du bon côté. Des gens qui ont des prothèses parce qu'il voilà, y a un membre qui ne marche pas, quelqu'un qui a une prothèse auditive parce qu'il n'entend pas très bien. Ces côtés-là, c'est bien, mais c'est déjà l'homme augmenté. Mais la philosophie qu'il y a derrière, c'est vraiment créer un être humain qui sera beaucoup plus performant. Beaucoup plus performant, mais pour défier Dieu. Pour défier Dieu. Le but, c'est vraiment de défier Dieu. C'est montrer que l'être humain devient Dieu. Il y a un écrivain juif, là, Harari, j'ai lu son premier livre, là où il parlait des sapiens. Et là, il a un autre, la suite, c'est Homo Deus, donc homme-dieu. C'est un juif, mais quand tu vois la philosophie qu'il y a derrière, c'est voilà. Pour eux, Dieu n'existait pas. Hein. Pour eux, voilà, l'homme a évolué, il est devenu sapiens. Sapiens, il est tellement intelligent qu'aujourd'hui, sapiens, il devient Dieu. Parce qu'il va maîtriser par l'intelligence artificielle, comme je disais, ils vont créer des consciences, hein, des robots d'intelligence artificielle avec conscience. Et le but, c'est de devenir des dieux,
de créer des êtres humains qui ne meurent plus. Parce que pour eux, Dieu n'existe pas. C'est l'homme qui existe. Pour eux, c'est ça. Oui, oui, l'eugénisme. Oui, oui, il y a tout, il y a beaucoup de choses. Mhm. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui, il y a beaucoup de choses. Ben oui, hein. C'est pour ça qu'ils poussent vers l'homosexualité. Pourquoi ils poussent ça? Parce qu'ils veulent plus la procréation normale, parce qu'ils veulent être contre Dieu. Ils sont contre Dieu. Le but, c'est vraiment d'être contre Dieu. Et comme ils sont... Oui. D'accord. D'accord. Je termine et puis je vous passerai les micros pour des questions, réponses, réactions. Je termine, comme ça je vous passerai les micros pour des réactions. Et donc le but, c'est vraiment ça, des êtres humains augmentés. Et ensuite, vous verrez que voilà, Laura Alexandre disait, l'être humain qui va vivre 1000 ans, il est déjà dans la place. Et en 2014, donc, des chercheurs de l'université de Michigan, ils ont mis au point pour faire une technique pour détecter par les infrarouges, en fait. On peut mettre des lentilles qui permettent de voir dans l'obscurité. Ça veut dire que voilà, même dans l'obscurité, tu vois clair comme un chat, comme un félin. C'est ça des êtres humains augmentés. Donc tout ce qui est défaut, ça, on va combler ça. Parce que voilà, on n'a plus besoin de Dieu, on peut faire au-delà des capacités humaines. Et pour des militaires, ben, on peut rajouter ce qu'on appelle des exosquelettes. Pour courir plus vite, on peut courir à plus de 100 km/h, des militaires. Ah oui, oui. Et on peut voilà, avoir la force de supporter, je ne sais pas combien de personnes. Et il y a des exosquelettes pour être invisibles par la technologie. C'est-à-dire que voilà, il va brouiller des ondes, tu ne le vois pas, mais il est là. Ben oui, c'est terrible. Donc, il n'y aura plus de limites pour créer des robots. Pour voir dans les zones de guerre les plus dangereuses, voilà, ils vont mettre des robots combattants. C'est pour ça qu'ils sont en train d'utiliser des intelligences artificielles qui sont capables, qui ont la conscience aussi capable de réagir comme l'être humain. Ça veut dire qu'ils seront autonomes. Quand ils voient un danger, ils tuent la personne. Voilà. C'est pour ça qu'ils sont en train de comparer par rapport aux précédents, des guerres qui ont été évitées parce que quelqu'un avait pris la décision de ne pas attaquer. Par exemple, les cas de Cuba, quand il y avait les problèmes avec Kennedy là, entre les Russes et les Américains, parce qu'on raconte que les Russes avaient perdu les signaux. Donc, les gens qui étaient dans les sous-marins russes, ils pouvaient envoyer des missiles aux États-Unis. Mais le chef, il a dit, je ne le sens pas, je ne le sens pas, je ne le sens pas. Il n'a jamais lancé de missiles. Et heureusement, il ne disait qu'il ne le sent pas. Parce que s'il avait lancé, ça y est une catastrophe terrible. Parce que l'être humain a la conscience. Mais la machine n'a pas la conscience. C'est juste un algorithme. Quand on lui dit, en cas de ça, tu lances la bombe, il lance la bombe. C'est pour ça qu'ils veulent vraiment créer des... Et comment ils vont récupérer la conscience? C'est via des puces. Via des puces qu'on transplante aux gens, ils arriveront à modéliser ça. On ne sait pas combien d'informations parce que l'être humain, c'est un cerveau, c'est un super cerveau. Hein. Parce qu'imagine tout ce que tu accumules depuis ton enfance, comme mémoire, jusqu'à aujourd'hui, c'est beaucoup d'informations. Il y a des choses qui sont enfouies. Il suffit qu'on te pose des questions et puis tu te rappelles directement. C'est ça les moteurs de recherche. Hein. On envoie une requête, il y a plein d'informations sur Internet, puis on envoie une requête, on a l'information. Les cerveaux humains fonctionnent de la même manière. Quand on va voir un psy, qu'est-ce qu'il fait? Il pose des questions. Les questions permettent d'aller se souvenir de quelque chose enfoui qui nous crée des problèmes, en fait. C'est comme ça qu'on découvre des traumatismes de l'enfance, etc. Et il y a aussi le génisme. Donc, on veut commencer par la technologie. On veut séquencer des gènes, découper des gènes pour créer des êtres humains augmentés. Ça veut dire que si dans tes gènes, tu es prédisposé à certaines maladies, on va enlever ces gènes et émettre d'autres gènes pour ne plus avoir ces maladies. C'est l'eugénisme. C'est pour ça que voilà, on peut détecter des cas de trisomie dès le fœtus. Et s'il y a un cas de trisomie, ben, c'est avortement direct.
C'est ça leur but, pour avoir uniquement des êtres humains qui ne sont pas parfaits, quoi, qui ne tomberont pas malades. Un peu comme dans le film Bienvenue à Gattaca. Je ne sais pas si vous connaissez ce film-là. Et c'est pour ça que voilà, cet homme qui est un expert en réalité virtuelle, Jaron Lanier, il dit que la réalité virtuelle pourrait être l'invention la plus maléfique de tous les temps. Et ce n'est pas un chrétien en plus. Hein. C'est pour ça que voilà, par rapport à tout ça, nous chrétiens, la Bible nous dit quoi? Dans 1 Jean 2, 15 à 17, que n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux avec les métavers, l'orgueil de la vue, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, sa convoitise passe aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc on voit que derrière ça, il y a la convoitise, il y a vraiment le péché, c'est le monde du péché. Mais nous, on peut utiliser la technologie pour faire ce que Jésus avait dit, allez, faites de toutes les nations de disciples et les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et c'est ce que Jésus a fait à son époque. Jésus, à l'époque, il y avait la technologie des bateaux. Et lui, son quartier général était près du lac de Galilée, à Capernaum. C'était ça son QG. Et il était souvent dans des barques en train de parler. Parce que quand on parle, on est dans une barque, il y a du vent, la voix se porte. Il n'y avait pas de micro, mais la voix pouvait porter plus loin. Il allait dans le lieu désert. Il avait un système marketing que ses disciples pouvaient aller annoncer aux gens, venez, 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 venez. Ils appelaient les gens et les gens venaient dans le lieu désert. Dans le lieu désert, la voix porte beaucoup plus. C'est pour ça qu'ils pouvaient aller dans le lieu désert. Il enseignait pendant des heures et des heures. Et quand ils n'avaient pas à manger, ils multipliaient les pains. C'était la technologie très écologique de l'époque. Et c'est ce que Jésus faisait. Dans le temple, il pouvait aussi enseigner parce que c'était un lieu où la voix pouvait porter. Les temples, souvent, c'était en hauteur. Et la voix portait beaucoup plus loin. Il pouvait enseigner aussi dans les temples. C'est ce que Jésus utilisait à son époque. Et ce qu'il faisait quoi? C'était utiliser des paraboles, des images, le langage imagé adapté aux gens de l'époque. Par exemple, quand il dit le semeur va s'aimer, les gens étaient des semeurs, des agriculteurs, ça leur parlait. Aujourd'hui, on a aussi une technologie, on peut utiliser la même chose pour toucher ce monde. Si tu comprends le langage TikTok, avec la danse, des trucs un peu bizarres, là, tu fais ça en transmettant un message. Ça peut être très intéressant. C'est comme, j'ai vu le profil d'une fille là, qui fait des allô téléphone à Dieu. Et c'est intéressant, en fait, ce qu'elle fait là. C'est très créatif. La fille, elle parle à Dieu, et puis voilà, pourquoi Dieu, tu m'as abandonné, etc. Oh non, j'ai déjà exaucé tes prières. Regarde tel jour, tel t'a parlé, etc. Et c'est intéressant. C'est là où il faut être vraiment créatif. Parce que si dans TikTok, tu t'assieds comme moi là en train de parler, tu n'auras pas de vue, personne ne va écouter. Il faut des blagues, il faut des choses vraiment amusantes, des danses, etc. Et quand tu arrives à décoder ça, et tu peux toucher un monde et apporter l'évangile. C'est vraiment ça qu'il faut faire, s'adapter. Sur Instagram, les gens aiment des belles photos, ben, il faut utiliser ça. Sur YouTube, des vidéos, il y a des shorts, des vidéos très très courts, éducatifs. Il faut vraiment trouver des idées pour pouvoir toucher le monde par cette technologie-là. Alors, quel est le monde? Quelle est la place de l'Église dans ce monde virtuel? Est-ce que l'Église a sa place dans ces lieux où on voit qu'il y a des excès, il y a du péché, etc.? Je dirais oui, parce que Jésus a utilisé la croix pour sauver le monde du péché. La croix, c'était un instrument de torture que les Romains utilisaient pour torturer les gens, montrer leur force, pour nous dire qu'ici, là, c'est la loi romaine. Si tu blagues, tu vas être crucifié. Et dans l'entrée de chaque ville, on voyait des gens crucifiés. C'était tellement horrible que chacun disait, il vaut mieux se ranger que d'aller provoquer ces Romains. Et Jésus a utilisé la même chose pour mourir, sauver le monde du péché. C'est pour ça que via la technologie, on peut aussi utiliser la technologie pour gagner des âmes. Voilà, comment faire alors? Il faut d'abord s'instruire, il faut se former, il faut comprendre la technologie, il faut se former et il faut investir parce que ça coûte. Ce sont des produits qui coûtent très cher. On a des caméras ici, ça coûte, c'est à un prix. Et si on veut adapter nos sites internet, nos réseaux sociaux dans le monde virtuel, il faut investir là-dessus. Ça a un coût. Et après, il faut maintenant travailler dedans. C'est pour ça qu'il faut se former. Il faut que nos jeunes gens comprennent la technologie, comprennent la crypto-monnaie, comprennent la blockchain, comprennent les métavers, comment, via des plateformes que j'ai montrées là, comment rentrer dedans, comment on peut créer des choses qui pourront être intéressantes pour apporter l'évangile. Et il y a des églises qui ont déjà commencé.
Je ne sais pas si vous connaissez Life Church. C'est eux qui font l'application de la Bible YouVersion. C'est une église très, très technologique, avec les pasteurs grecs qu'on voit un peu sur la photo. L'église Life Church, ils sont très, très, très technologiques. Ils ont créé la plateforme pour les églises virtuelles qu'on appelle Church Online. Et ils ont la Bible YouVersion, la Bible qui a plusieurs versions. Là, c'est eux qui ont mis ça en place. Et aujourd'hui, ils ont lancé en décembre dernier les cultes en réalité virtuelle dans le métavers. Et Inam a donné sa vie à Jésus. C'était l'année dernière, donc aujourd'hui, ils sont à fond dedans. Et il n'y a pas que eux, il y a aussi une communauté chrétienne, VR Church. C'est une communauté où les chrétiens peuvent se connecter via leur avatar, ils peuvent louer Dieu ensemble, communier, etc., parler. Donc il y a des gens qui sont déjà à fond dedans. Et donc, comme Rabelais, le philosophe, avait dit, science sans conscience n'est qu'une ruine de l'âme. Et l'apôtre Paul qui a dit quelque chose qui ressemble à ça, il disait quoi? Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir. La technologie doit être à notre service. On ne doit pas se laisser asservir par la technologie. Donc, on peut utiliser la technologie à bon escient, ne pas être esclave comme certains, mais utiliser la technologie à bon escient. Amen. Voilà. Je vous remercie. Vous pouvez poser vos questions maintenant.